Bien, merci à Héloïse Blondel et à Aide au développement Jean Blou ainsi qu'à leurs partenaires pour avoir pris l'initiative de cette conférence d'une nature tout de même un peu particulière. J'ai l'habitude de donner des cours, j'ai l'habitude de donner des conférences et en général les choses se passent dans la bonne humeur et dans l'enthousiasme, mais avec deux étapes qui sont bien distinctes. Je donne un tableau général et puis ensuite il y a un temps toujours trop court d'échange, de questions-réponses. Aujourd'hui, ça va être un peu différent parce que je vais construire la conférence autour des questions que je vais vous poser. Vous allez pouvoir exprimer tantôt votre préférence pour telle ou telle solution, mais plus souvent, vous allez devoir tester vos connaissances sur les liens entre alimentation et climat. Et ces feuillets que vous avez reçus vont permettre de voir si, en moyenne, le public de Jean Blou qui est réuni ce soir touche, au fond, correctement les cibles qui lui sont proposées. Je n'ai jamais fait ça, mais c'est avec grand plaisir que j'ai accepté ce défi que Héloïse Blondel m'a proposé, qui me paraît effectivement une façon très intéressante de progresser dans la compréhension des enjeux. Et je voudrais, pour introduire à ces discussions, partir au fond d'un contexte très large, qui est celui de notre présence sur la planète et de notre rapport à un monde de ressources rares. Vous connaissez sans doute, puisque vous êtes ici, vous êtes certainement intéressé par les questions de développement durable, vous connaissez sans doute cette notion du Overshoot Day, développée par cette ONG qui s'appelle Global Footprint Network et qui calcule chaque année le moment où la planète commence à vivre au-dessus de ses moyens, c'est-à-dire le moment à partir duquel l'humanité excède la biocapacité de la planète. Quelle est l'idée? C'est que nos modes de production et de consommation utilisent des ressources, produisent des déchets. Ces ressources ne sont pas renouvelables de manière récurrente nécessairement et elles s'épuisent parfois et les déchets ne sont pas toujours absorbables par les écosystèmes. Et donc on peut calculer le moment à partir duquel l'humanité commence à vivre à crédit. Et tous les étés, je suis obligé, c'était le cas cet été par exemple, de me réveiller un peu plus tôt, pour dire les choses plus précisément, d'intervenir un peu plus tôt dans le calendrier à la radio pour expliquer ce que c'est le Overshoot Day, et c'était cette année le 6 août. Et chaque année, la date est un peu rapprochée. Et la manière dont Global Footprint Network calcule ce Global Overshoot Day, ce jour à partir duquel nous vivons au-dessus de nos capacités, c'est un calcul qui tient compte de l'impact des pâturages, l'exploitation des forêts, la croissance de l'étalement urbain, évidemment l'agriculture, l'utilisation des terres qui en résulte, la pêche et finalement c'est le grand segment bleu que vous avez là, les émissions de gaz à effet de serre qui sont responsables des changements climatiques. Et donc, ceci nous introduit déjà à la première question, question 1. En 2017, à partir de quelle date la Belgique a-t-elle commencé à vivre à crédit? Je vous ai dit que pour l'humanité, c'était le 6 août, mais pour la Belgique, ou pour dire les choses autrement, si les 7,3 milliards d'habitants de la planète vivaient tous et toutes comme un Belge, une Belge en moyenne, à partir de quel jour la Terre ou l'humanité commencerait, elle, à vivre à crédit? Donc vous avez 4 petits feuillets, A, B, C, D, je pense que les lettres sont marquées sur les couleurs. Qui pense que c'est à partir du 1er décembre? On a là au fond quelqu'un qui pense que c'est à partir du 1er décembre que nous vivons à crédit en Belgique. Qui pense que c'est à partir du 1er septembre? C'est déjà plus significatif. Je ne vais pas compter les gens, mais ce serait un peu compliqué. Je dirais qu'il y en a une vingtaine. À partir du 1er juin, la majorité est très nette en faveur du 1er juin.
Si c'était le 1er juin, ça voudrait dire qu'au fond, l'habitant belge en moyenne utilise en quelque sorte 2 planètes, ou plus précisément, si tout le monde vivait comme les Belges, on aurait besoin de 2 planètes pour pouvoir continuer à notre rythme. Qui est en faveur de la dernière solution? Peut-être légèrement majoritaire, majorité relative, mais tout de même, en faveur de la dernière solution, qui est effectivement la solution correcte. En Belgique, nous vivons à crédit en 2017 à partir du 1er avril, c'est-à-dire qu'au bout de 3 mois, nous commençons déjà à vivre à crédit. Ou pour dire les choses encore autrement, nous aurions besoin de 4 planètes pratiquement si tout le monde dans le monde vivait comme un Belge, une Belge en moyenne. Ce qui me frappe quand on examine cette question, c'est qu'à niveau de revenus égal, certains pays ont une empreinte écologique beaucoup plus forte et d'autres beaucoup moins forte que la Belgique. Ceci est le tableau qui, pour 2017, situe certains États représentatifs sur ce calendrier. Et vous voyez que nous sommes un peu meilleurs élèves que l'Australie, le Canada, les États-Unis, qui eux vivent à crédit à partir de la mi-mars et non pas à partir du 1er avril. Nous sommes nettement plus vertueux que le Luxembourg, par exemple. Le Luxembourg, le Overshoot Day au Luxembourg, c'est le 17 février. C'est-à-dire qu'en fait, au bout d'1 mois et demi, ils commencent déjà à vivre au-delà de ce que la planète peut accepter, ou pour dire les choses encore autrement, ils ont besoin de pratiquement 8 planètes pour continuer à vivre comme ils le font. Plus précisément, si tout le monde vivait comme un luxembourgeois, il faudrait 8 planètes pour soutenir notre empreinte écologique. Et ce qui est intéressant, c'est qu'évidemment, la Belgique et le Luxembourg ne sont pas des pays très différents l'un de l'autre. Les conditions géographiques sont les mêmes, c'est-à-dire qu'on a les mêmes besoins de chauffage, par exemple. Le niveau de revenu est légèrement supérieur au Luxembourg, mais nous sommes quand même parmi les pays les plus riches, les plus développés de la planète. Et ceci est important à retenir, ça montre à quel point nos modes de vie, les choix que nous faisons dans nos manières de nous déplacer, de nous chauffer, de nous alimenter, ont un impact très important sur notre empreinte écologique. Notre empreinte écologique, elle est très considérable, notre bilan n'est pas terrible, mais il est 2 fois meilleur que celui des Luxembourgeois. Et je trouve que c'est quand même un enseignement intéressant qui se dégage de ces comparaisons, mais qui ne doivent pas conduire à nous faire oublier l'essentiel, c'est que depuis le début des années 70, nous vivons ce que les scientifiques appellent une grande accélération, qui se traduit par toute une série de développements d'ordre socio-économique, si vous voulez, que l'on examine la consommation d'énergie, la croissance démographique, la croissance du PIB, l'augmentation des investissements directs étrangers, donc de la mondialisation, l'augmentation de la consommation d'eau, etc., qui naturellement accompagnent ou provoquent une grande accélération dans le système Terre. Tous les indicateurs qui mesurent l'impact écologique de nos modes de vie tels qu'ils se sont développés depuis les années 60-70, tous ces indicateurs virent peu à peu au rouge, bien qu'ici ils soient représentés en vert. Vous voyez qu'on a une croissance de tous ces impacts mesurés sur ce tableau qui va de pair avec l'évolution de nos modes de consommation. Et en fait, c'est autour de 1972-73 que nous avons commencé à vivre à crédit. Avant, les déchets que nous produisions et les ressources que nous utilisions n'étaient pas à ce point importants que nous épuisions les ressources de la planète. C'est le cas maintenant depuis une 40aine d'années. Alors, pour exprimer ces situations qui est la nôtre par rapport aux ressources, par rapport à la biocapacité de la planète, longtemps nous avons pris appui sur une équation qui est connue comme l'équation de Ehrlich-Holdren. Ça vient du nom de 2 économistes, Paul Ehrlich et John Holdren. Et l'équation est bien connue, c'est l'équation IPAT. I, c'est l'impact écologique. P, c'est la population, la croissance démographique. A, c'est l'affluence, le niveau de revenu.
Et T, enfin, c'est la technologie. Si nous avons une croissance démographique forte, une augmentation des revenus significative, ceci peut être en partie compensé par des technologies plus propres qui vont impliquer que notre croissance économique et notre croissance démographique vont avoir un impact écologique moindre parce que simplement nous avons des manières plus efficientes de produire ou de consommer. Mais dans cette équation, un facteur très important et longtemps tabou aux Nations Unies a été le facteur démographique, le facteur de la population. Cela tient en partie au fait que les mesures de lutte contre la surpopulation ou la croissance démographique excessive ont parfois pris un tour autoritaire et donc contestable. Je pense par exemple à la politique de l'enfant unique en Chine ou à la politique de Indira Gandhi dans l'Inde des années 1970. Cela tient aussi au fait que pour beaucoup de pays en développement, la croissance démographique, c'était non seulement le résultat de taux de fertilité importants, mais aussi d'une espérance de vie qui a cru de manière significative depuis les années 50-60 grâce au progrès de la médecine. Et donc c'était vu comme quelque chose de positif plutôt que comme quelque chose de négatif, de problématique. Mais vous avez peut-être lu cette adresse de 15 000 scientifiques aux dirigeants du monde publiée il y a 3 semaines, juste au début de la conférence de Bonn, mais la croissance démographique est aujourd'hui vraiment à prendre au sérieux comme un problème potentiel pour l'avenir. Et pour illustrer cela, une question.